Le personnage qui porte ce sujet-là, c'est Franck. C'est Franck, bien sûr. Parlez-nous un peu de Franck. Alors, Franck, au départ, il n'était pas destiné à être le personnage principal dans la suite. Franck, c'est le frère de Michel Marini. Il est communiste. Il va, pendant la guerre d'Algérie, basculer, c'est-à-dire passer du côté du FLN. Il va tuer un officier français en fuyant, être pourchassé, et il va revenir dans le club des incorrigibles optimistes en France pour chercher de l'aide. Son père va l'aider financièrement. La mère de Franck ne va pas du tout apprécier l'aide du père. Là, ça va entraîner l'écroulement de la famille Marini. Et il disparaît. On ne sait pas où il a disparu. On pense qu'il est parti au Venezuela ou peut-être à Cuba, on ne sait pas trop. Et en réalité, il a mis enceinte une jeune Algérienne avec qui il vivait, et il retournera en Algérie pour la retrouver. Et donc, c'était pour moi le personnage, il va devenir le personnage principal de la suite, bien sûr. C'est Michel au départ, et en fait, petit à petit... Michel n'est jamais un héros. Non, il est porteur, en fait. C'est le narrateur. C'est le narrateur. C'est le roman. C'est lui qui fait le lien dans le club entre tous les personnages. Et c'est vraiment ce qu'on appelle un narrateur à l'américaine. C'est-à-dire c'est lui qui va raconter l'histoire. C'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup de caractère. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'être fortement caractérisé. Il a sa vie, mais elle est très simple, presque banale. Presque médiocre. C'est une vie ordinaire. Par contre, il voit des choses extraordinaires autour de lui. Les gens du club, Sacha, Igor, Léonide. Et dans la suite, ça va être pareil. On va voir sa vie et elle va nous intéresser, bien sûr. Mais les deux principaux personnages du roman, ça va être Igor et Franck. Cécile aussi, parce qu'elle a son histoire qui m'intéressait, et je la raconte aussi parce qu'elle va avoir une importance considérable, parce que Cécile est enceinte, elle était déjà enceinte dans le club, et là, ça va être extrêmement important, parce que la fille de Cécile va jouer un rôle, et de Franck, va jouer un rôle très important dans la résolution du roman. Donc, les vrais personnages principaux des Terres Promises, c'est Franck, qui est parti en Algérie. Et ça m'intéressait parce que l'Algérie, c'est en 1962 une terre promise. On a énormément en France une littérature surabondante sur la guerre d'Algérie, 54-62. On connaît pratiquement tout ou presque, mais il n'y a rien après. C'est un blanc total. Il y a un essai, il y a un petit roman, pas terrible d'ailleurs, sur les années qui suivent. Et je me suis dit, mais c'est ça c'est un sujet de roman. L'espoir incroyable, et en plus, qui a été suscité, puisqu'il y a des dizaines de milliers de personnes sont parties de France pour aller en Algérie, pour la reconstruction de l'Algérie. On les appelait les pieds rouges, par opposition aux pieds noirs. Pieds rouges, alors il y avait des communistes, il y avait des trotskistes, mais il y avait aussi des anticolonialistes, il y avait puis des gens qui voulaient participer, qui étaient simplement des professeurs, des enseignants, qui voulaient apporter leur aide à un pays qui avait été martyrisé quand même pendant la guerre. Et oui, l'idée qui était en germe dans le club, qui parlait des utopies, et notamment l'utopie du communisme, elle se poursuit dans les années 60, bien sûr, avec d'autres utopies. Le communisme avec Cuba. Longtemps, je pensais que l'histoire partirait vers Cuba, puis finalement, j'ai laissé tomber, en me recentrant sur l'Algérie, un peu sur Israël, qui était quand même une terre promise, et ça évoquait une réflexion que j'avais eue dans le club. L'important dans la terre promise, c'est pas la terre, c'est la promesse. Et en réalité, on se rend compte que dès que la terre promise s'ancre dans la réalité et le quotidien, elle perd son aura et son miracle de terre promise, et elle devient absolument plus un rêve et un espoir. Et donc, tant qu'Israël a été un rêve
de bonheur, d'égalité. Ça a fonctionné. Et aujourd'hui, c'est une terre qui n'est pas du tout, qui n'est plus tellement une terre promise. Et l'Algérie encore moins. Et donc, forcément, les grands espoirs suscitent de grandes déceptions, à la hauteur des espoirs qu'on a mis dedans. Et c'est pour ça peut-être que la foi ne suscite pas autant de déceptions, parce qu'on aura la réponse que beaucoup plus tard, et personne n'est jamais revenu nous dire si le paradis ou l'enfer existe ailleurs que sur Terre. Et comme on se rend compte, et on se rend bien compte que les terres promises sont dans nos têtes, et c'est des terres rêvées et des espoirs qui seront à jamais déçus, peut-être pour cette raison qu'on se reporte sur quelque chose qui est invérifiable et incontrôlable, qui est la foi dans une puissance supérieure. Et c'est cette histoire-là, en réalité, qui m'intéressait de raconter, qui me donnait vraiment un espace littéraire plus important et qui en faisait un roman indépendant, autonome. Oui, ce qui est très important. Alors, il y a beaucoup de personnages. Moi, j'ai une tendresse particulière pour Igor, pour mille et une raisons. Est-ce que vous avez une tendresse particulière pour l'un de vos personnages? Il y a deux personnages que j'ai vraiment aimés dans ce roman, c'est Louise. J'aimais bien ce petit bout de femme. Louise, c'est une très jolie histoire. C'est une jeune serveuse de bistrot, acculturée. C'est-à-dire, elle n'a jamais lu un livre de sa vie, et elle aimerait bien en lire un. Et elle va demander à Michel quel livre je peux lire, et il y aura une petite histoire entre eux. Quel est le livre qu'il lui présente? Et donc il va lui présenter Bonjour Tristesse, en disant c'est un roman dont tout le monde parlait à cette époque, c'est le roman culte du début des années 60. L'aura de Françoise Sagan, qui était magnifique. Et Louise lit le livre, et patatras, qu'elle déteste le livre, qu'elle va trouver cucul la praline, et il faut reconnaître, je l'ai relu c'est un livre qui est même pas pour la collection Harlequin, tellement il est inconsistant. L'adaptation au cinéma était pas mal. Qu'il ait eu un pareil succès et une aura pareille reste assez mystérieux. C'est un livre qui est pas bien construit, avec des personnages inconsistants, bling bling, assez bête. Bon. Et elle va balancer le livre. Et ce qui m'intéressait dans Louise, c'est qu'elle est féministe avant l'heure, sans le savoir. C'est-à-dire qu'elle va revendiquer son indépendance vis-à-vis de son compagnon, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de son métier, sans avoir aucun bagage. Elle n'a pas lu Simone de Beauvoir, Hélène Sixous, elle ne sait absolument pas ce qu'est le féminisme, elle n'en a jamais entendu parler. Elle revendique cette liberté, et ça m'intéressait vraiment. Et l'autre personnage qui m'intéressait beaucoup aussi, c'est Igor, bien sûr. C'est peut-être celui dans lequel je me suis le plus projeté, avec lequel j'ai le plus de points communs. Je parle à travers lui souvent. Et personnage important en plus, et il va être au cœur du roman. Et ce qui m'intéressait en réalité, c'est que je pars avec 4 histoires. L'histoire de Michel, l'histoire de Cécile, l'histoire d'Igor, l'histoire de Franck, qui vont avancer de front, toutes les 4. Ensuite, il y a une ramification, Cécile va disparaître, Michel va disparaître, et là, je me retrouve avec Igor et Franck, puis avec Igor à la fin, et le roman fonctionnait d'une façon parfaite, ça marchait très très bien de cette façon-là. Très bien. Une dernière question, vous avez mis combien d'années à écrire celui-ci? 6 ans et demi pour le premier, si ma mémoire est bonne. Celui-là, en réalité, j'y ai jamais... L'histoire de Franck quand il retourne en Russie, en URSS, et qu'il retrouve sa famille, elle existait dans les années... quand j'écrivais le club, je l'avais, mais
j'avais pas l'histoire de Franck. Donc, c'est quand j'ai eu l'histoire de Franck que ça fonctionnait parfaitement avec l'histoire de Franck et Igor. L'histoire marchait bien. Et que toutes les histoires fonctionnent finalement comme une sorte de puzzle. Un roman, je pense qu'on va parler de la façon dont le roman se construit. Pour moi, un roman, c'est un puzzle. Oui, ça fera partie effectivement de votre rapport à l'écriture, pour que vous nous expliquiez effectivement comment et donc, ça se construit. Il y a un moment, des pièces arrivent. C'est une évidence. Au bon moment, la pièce arrive au bon moment. Et ça trouve sa verticalité. Dernière question sur cette première partie. Ce qui me frappe, moi, c'est l'humanité extraordinaire et le regard extrêmement bienveillant que vous avez sur tous vos personnages. Vous ne les jugez jamais. Jamais. C'est un principe. Je suis effaré de voir dans des romans des auteurs qui dénigrent leurs personnages. C'est long. Si quelqu'un... C'est une faute littéraire majeure. On peut avoir des personnages qui sont odieux, abjects, qui se conduisent mal, mais c'est jamais à l'auteur de le dire, c'est au lecteur. J'ai des personnages qui ne se conduisent pas bien dans ce roman. J'ai des personnages qui sont moralement répréhensibles, je ne sais pas ce que c'est que vraiment la morale, mais enfin, qui seraient condamnés même par le code pénal. C'est pas au personnage, à l'auteur de dénigrer ces personnages. En plus, je suis convaincu que pour qu'un roman fonctionne, il faut réduire la distance. Alors, la réduction de la distance, c'est une de mes phobies, c'est une de mes règles littéraires. Et ça vient en réalité d'une réflexion de Stanley Kubrick. Alors, un jour, j'ai parlé de ça, dans un salon avec des copains, des écrivains, et puis il y en a un qui m'a dit, mais qui est Stanley Kubrick? Donc, je dis, bon, on en reparlera dans la séquence sur le cinéma. On en reparlera. Bon. Mais bon, il avait 30 ans et il ne connaissait pas Stanley Kubrick. Donc, un jour, un journaliste a demandé à Stanley Kubrick, c'est quoi la mise en scène? Et à cette question passionnante, beaucoup d'auteurs ont répondu, ce metteur en scène, c'est quand j'écris le scénario, quand j'ai fait le casting, enfin. Et Kubrick a dit, c'est de trouver la bonne distance entre l'image et le spectateur. De trouver la bonne distance entre l'image et le spectateur. Et je me suis dit, mais ce type a tout compris. Et dans la littérature, c'est exactement pareil. Le rôle de l'écrivain, c'est de trouver la bonne distance qu'il doit mettre entre le lecteur et ce qu'il écrit. Et je suis encore une fois effaré de voir que beaucoup d'auteurs écrivent d'une façon rectiligne. C'est-à-dire que de la première ligne à la dernière, ils écrivent de la même façon. C'est au lecteur de faire le chemin ou pas vers le... Et en réalité, il faut sans arrêt varier la distance. La distance, c'est-à-dire la focale romanesque, doit changer en permanence. Même dans la même page, où on met ou pas à distance ce que l'on veut suggérer au lecteur, ou quand on veut le mettre tout près du lecteur. Et donc, une grande partie de mon travail consiste à régler la focale d'écriture.